Voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 9 septembre pour ce cours des critiques littéraires françaises. Et en fait, la semaine dernière, on avait comme but, en fait, parler de... 2 secondes, parce que, voilà. On allait parler de la critique scientifique et de la critique impressionniste. Et on a parlé presque tout le cours sur la critique impressionniste, sur la critique scientifique de Taine et Brunetière, c'est-à-dire le positivisme, le déterminisme, une espèce de déterminisme social appliqué à la littérature. Aussi l'évolution des genres littéraires, c'est la théorie de Ferdinand Brunetière. Et nous n'avons pas eu le temps de parler de la critique impressionniste. Donc, aujourd'hui, je vais faire un effort ici de parler, de finir la discussion sur la critique impressionniste, et puis on va entrer dans l'histoire littéraire comme méthode, c'est-à-dire l'histoire littéraire de Gustave Lanson. Lanson est le père, l'idéologue de cette méthode de la littérature, de l'histoire littéraire. Je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit, en fait. 2 secondes, je vais juste fermer la porte parce qu'il me semble que les chats sont partis et ils ne vont pas nous déranger. S'ils nous dérangent, je réouvre la porte. Et donc, non, c'est pas ici. Je partage la fenêtre avec le PDF. Si je ne me trompe pas, la semaine dernière, j'ai bien partagé les documents qui manquaient. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas vérifié ça avant le cours. Voyons ici. La critique scientifique, la critique impressionniste. Oui, en fait, j'ai bien organisé les choses. En fait, maintenant, il y a... Je vous montre ça. Je ne sais pas si vous avez vérifié, jetez un coup d'œil. Donc, vous avez ici notre salle virtuelle et vous voyez que ici, ouais, matériel de aula, vous avez tous les fichiers de chaque unité et dans l'unité ici, critique scientifique contre ou critique impressionniste, Taine, Brunetière et Jules Lemaître, j'ai mieux organisé les fichiers. Donc, nous avons un fichier pour la critique impressionniste, un autre pour la critique scientifique. Dans celui de la critique scientifique, j'ai ouvert un pour Brunetière, un autre pour Taine, et j'ai mis des différents textes ici. Donc, vous avez de quoi vous amuser. Et puis, dans la critique impressionniste, j'ai mis un fichier pour Anatole France. Je ne vais pas parler d'Anatole France. D'Émile Faguet, je ne vais pas parler d'Émile Faguet. Et Jules Lemaître, je vais parler tout simplement d'Émile Faguet. Mais j'ai mis ici aussi les textes au cas où, en fait, je n'ai pas mis des textes d'Émile Faguet, mais d'Anatole France non plus, mais j'avais séparé des textes à mettre ici. Mais de Jules Lemaître, c'est bon. Vous avez ici 2 textes de Jules Lemaître. Il me manque mettre un article sur la querelle de la critique scientifique, la critique impressionniste. Je vais commenter cet article aujourd'hui, je le mets dans les fichiers après les cours. Donc, et je reviens, je recule ici.
matériel de aula, Lançon et l'histoire littéraire, c'est déjà complet ici. Vous avez le texte de Les démons de la théorie des compagnons, parce que dans ce livre, il y a un chapitre sur l'histoire littéraire. Donc, Antoine Compagnon va parler de l'histoire littéraire un peu plus que de Lançon, n'est-ce pas? Il va parler de parce que en fait, Lançon, il fonde ce qu'on va appeler la discipline de l'histoire littéraire, d'accord? Et en fait, le chapitre d'Antoine Compagnon explique un peu plus ce qui est la discipline de l'histoire littéraire. Donc, il va parler de Gustave Lançon, mais d'autres auteurs aussi. De Lançon, spécifiquement, nous avons ici l'histoire de la littérature française et une série de conférences méthodes de l'histoire littéraire. Je vais commenter ces deux textes aujourd'hui. Il y a un autre texte ici d'Ernest Renan. C'est un philosophe et je vais commenter rapidement un extrait de son texte qui s'appelle L'avenir de la science. Vous allez voir pourquoi. Il y a aussi l'histoire de la littérature française d'Albert Thibaudet. Peut-être que je ne vais pas parler de lui aujourd'hui, mais la raison, en fait, de partager ce livre, c'est pour vous montrer un autre type d'organisation d'histoire littéraire. Et Alain Vaillant, c'est un livre sur l'histoire littéraire. C'est un livre, comment je dirais, plus ou moins comme Antoine Compagnon, de la littérature, c'est-à-dire de lecture complémentaire à cette discussion. Et juste pour vous dire comment ce sujet de l'histoire littéraire est encore important aujourd'hui, il y aura en fait à la fin du mois, non, c'est début octobre, un séminaire, un congrès sur l'histoire littéraire organisé par l'Université catholique de Rio Grande do Sul. Il me semble que c'est payant, ce congrès, mais il semble très intéressant. Je crois que j'ai le lien du... Il a été, je crois que j'ai perdu le site, en fait. Ah non, c'est bon, il est là. Je vais le mettre ici dans les chats. Si vous avez de l'intérêt, vous pouvez vous inscrire. Il y a le prix d'inscription ici, e ça s'appelle o 14º Seminário Internacional de História da Literatura, Escritas e Leituras Contemporâneas, evento da PUC Rio Grande do Sul, e vai acontecer de que data? Que data? Público-alvo de 6 a 8 de outubro, pelo Zoom. Programação tem aqui, mas deixa eu ver aqui. Objetivos gerais: congregar especialistas e estudiosos da história da literatura para intercâmbio de informações e experiências sobre as questões atuais relativas a essa área de conhecimento. Reunir pesquisadores e profissionais voltados ao estudo da história da literatura no Brasil e no exterior para a expansão do conhecimento. Específicos, né, objetivos específicos. Debater questões relativas ao estado atual dos estudos sobre a história da literatura, discutir as relações da história da literatura com disciplinas afins e estimular seu debate no âmbito da escola. Analisar tópicos específicos de história da literatura, tais como nacionalismo, cânone literário. Proporcionar o debate dos estudos relativos às literaturas emergentes e o papel desempenhado pela história da literatura na formação de países e regiões. E, por fim, contribuir para a recuperação e a preservação da memória literária brasileira,
incentivando a guarda de documentos e estimulando os estudos nessa área. Alors, si vous avez l'intérêt, vous pouvez jeter un coup d'œil sur le site suivant les liens que je viens de partager ici. D'accord? Il me semble très intéressant. Moi, je pense que je vais m'inscrire. Mais pour la présentation de communication, c'est déjà fini, malheureusement. Mais voyons ici les PDF. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va terminer cette discussion sur la critique scientifique, sur la critique impressionniste, et on va parler de l'histoire littéraire de Gustave Lanson. Cela dit, je vais juste montrer le titre de cet article. C'est l'article qu'il me manque de partager dans les archives. Jules Lemaître et la querelle de l'impressionnisme. Et je vais commenter cet article, quelques extraits, après la discussion de deux préfaces de Jules Lemaître, de deux livres de Jules Lemaître. Et c'est tout simplement pour vous expliquer que je projette ici le titre de cet article parce que cette querelle de l'impressionnisme à laquelle l'auteur de cet article, Thierry Roger, fait référence, c'est une querelle entre Jules Lemaître, représentant de la critique impressionniste, et Ferdinand Brunetière, que nous avons vu la semaine dernière, représentant de la critique scientifique. Cela dit, je reviens à cet article dans quelques minutes et j'entre ici dans le texte de Jules Lemaître. Et donc, ici, vous avez Jules Lemaître, c'est un livre de 1886 et qui s'appelle Les Contemporains, première série. C'est le premier livre de cette série, Les Contemporains, de Jules Lemaître. Et c'est intéressant, je passe ici à l'avant-propos de ce livre, et c'est tout simplement à cette première page, parce que la page suivante, il commence déjà ses critiques. Et donc, ce que j'ai à mettre en relief ici, c'est juste ce premier paragraphe. Donc, c'est intéressant parce que il ouvre le livre, cette première série, de ces textes publiés de ces articles publiés dans les journaux de l'époque. Et comme vous voyez, en fait, il y a quelque chose de très intéressant ici. Je lis. Voici quelques-uns des articles que j'ai fait paraître dans la revue Bleue. Donc, vous voyez que ce livre, c'est la réunion de quelques articles publiés dans cette revue qui s'appelle Revue Bleue. Je ne pense pas qu'il s'en dégage encore ni une doctrine littéraire, ni une philosophie, ni une vie d'ensemble sur la littérature contemporaine. Donc, ce qu'on va retrouver dans ce livre, ce n'est pas une doctrine littéraire, c'est-à-dire une théorie de ce qu'il comprend comme littérature, ou il faut comprendre doctrine comme un ensemble de règles qui ensemble de règles qui définissent ce qui est la littérature selon lui. Donc, il n'y aura pas de doctrine littéraire qui explique ce qu'est la littérature, ni philosophie, ni une vue d'ensemble, une vision d'ensemble, une vista de conjunto sur la littérature contemporaine. Et il dira dans la suite, ce ne sont que des impressions sincères notées avec soin. Il me semble que la semaine dernière, j'avais terminé le cours
avec cette citation. Donc, pourquoi je fais la lecture de ce premier paragraphe avec vous? Parce que si on appelle ce genre de critique la critique impressionniste, c'est parce que, pourquoi impressionniste? Parce que ce sont les impressions sincères notées avec soin. Et dans la préface de l'autre livre que je vais utiliser ici, il va définir ou il va développer un peu plus ce qu'il comprend comme les impressions de lecture. D'accord? Mais ici, il faut comprendre de manière intuitive, n'est-ce pas? Impression sincère, c'est il lit un livre, il a ses impressions en tant que lecteur et il les écrit et les partage avec nous. C'est ça. Et dans le texte suivant, il va développer et définir un peu plus ce qu'il comprend le travail du critique. Et il ne comprend pas le travail du critique comme une science, comme nous avons vu avec Taine et Brunetière, qui étaient des auteurs ayant une doctrine ou une compréhension de la littérature plutôt déterministe, comme je vous ai expliqué la semaine dernière. Déterministe comme l'œuvre littéraire est le résultat ou la conséquence de quelques aspects sociaux présents, c'est-à-dire les milieux sociaux, les moments historiques et la race, c'est-à-dire la nation. Quand on met ensemble la nation, les moments historiques et les milieux sociaux, on aura par conséquent un type de littérature. D'accord? Et en fait, on verra que ça, c'est une façon de comprendre, c'est-à-dire la littérature comme représentation de la... 2 secondes parce que les chats commencent à déranger ici. Non, pas de succès. Donc, je vais laisser la porte ouverte. Et on verra si ça marche. Parce que un et Caïtan, ils dorment encore et les chats commencent à griffer la porte. Donc, ils sont dans la chambre, c'est bon. Donc, je disais tout à l'heure, une seconde, parce que là, je peux fermer la porte avec les chats à l'intérieur. Et comme vous savez, ils sont obsessifs, ils ne peuvent pas voir la porte fermée qui est une gueule. Donc, c'est bon maintenant. Je disais que, oui, selon Taine, la littérature est sa façon de voir la littérature, c'est la littérature comme représentation de la société, du moment historique ou de la race, c'est-à-dire de la nation, du caractère nationaliste de la littérature, de l'œuvre d'art, etc. Brunetière, par contre, encore comme un représentant de ces courants scientifiques, parlait de l'évolution des genres littéraires. Et les genres littéraires nous servent comme un premier caractère de réception littéraire. C'est-à-dire que le fait de lire un roman, ou encore avant, le fait de savoir qu'il s'agit d'un roman, ça nous prépare à la lecture du livre comme un roman, n'est-ce pas? Et aussi, Brunetière, Brunetière, il avait aussi, il y a un chat ici. Brunetière, je ne sais pas si pardon. Et Brunetière, il va, en plus
de sa théorie sur l'évolution des genres littéraires. Comme je vous ai expliqué la semaine dernière, il considère les genres littéraires comme l'évolution des espèces, c'est-à-dire que il y a un moment de naissance d'un genre littéraire, le développement, et puis il meurt. Il va disparaître parce qu'il perd son importance, sa relevance pour la réception littéraire. Et ça devient quelque chose d'historique dans le passé. Mais en plus, Brunetière va développer aussi une critique contre la critique impressionniste et l'affirmation de la critique scientifique. Et ça, on verra dans cet article de Thierry Roger que je vous ai montré tout à l'heure. Mais pour l'instant, donc, on entre dans un des sujets de débat du cours d'aujourd'hui, qui est la critique impressionniste. Donc, ce que je voudrais mettre en relief dans ce premier livre de Jules Lemaître, c'était tout simplement cette idée, cette clarté objective que ces articles sont des impressions sincères notées avec soin. Soin, como vous savez, cuidado, n'est-ce pas? Impressões sinceras anotadas com cuidado. C'est ça. Et voyons maintenant le deuxième texte de Jules Lemaître. Donc, vous voyez que le premier livre de Jules Lemaître date de 1886, s'appelle Les Contemporains, et le deuxième que j'utilise ici, c'est en fait la 6e série, et il date de 1896. Le premier, 86, et le deuxième, 96, donc 10 ans plus tard. Et sous-titre Études et portraits littéraires. Et il aura cette préface, il appelle ici comme en guise de préface, et vous voyez que c'est une préface un peu plus longue, dans laquelle il va exposer un peu plus son idée de la critique impressionniste. Et donc, je ne vais pas lire le premier extrait ici. Non, ça va. Je commence la lecture. Et il va dire ici, il y a dans une revue illustre un écrivain que je respecte et que j'admire infiniment. Vous voyez qu'ici, il envoie une indirecte à quelqu'un. Et en fait, cet écrivain qu'il respecte et qu'il admire infiniment, c'est Brunetière, les représentants de la critique scientifique. Et il dira dans la suite, depuis quelque temps, il ne peut plus écrire une page sans marquer son dédain et son antipathie pour ce qu'il appelle la littérature et la critique personnelle. Et je descends ici, il traite avec moquerie les critiques qui parlent trop d'eux-mêmes et qui, à cause de cela, ne seront jamais que de jeunes critiques. Donc, vous voyez que c'est déjà installé ici la querelle entre la critique impressionniste et la critique scientifique. Et en fait, il fait cet indirect ici au début du texte, et puis il va nommer Brunetière dans le texte. Mais tout au début, il dit qu'il respecte Brunetière, mais il dit que Brunetière écrit avec un certain dédain et antipathie de ce qu'il appelle la littérature et la critique personnelle. Pourquoi critique personnelle? Je reviens au texte d'avant, parce que Jules Lemaître, comme il montre ici, il va parler de ses impressions de lecture. Et c'est très intéressant parce qu'il considère toujours ses impressions comme ça. Dès qu'il se propose à parler de Racine, par exemple, ce n'est pas Racine tout simplement ou purement. C'est Jules Lemaître qui parle de Racine, ou Racine lu, compris, entendu par Jules Lemaître. Donc,
selon lui, c'est toujours, quand on se propose à parler d'un certain écrivain, il comprend qu'il s'agit toujours d'une vision personnelle qui parle d'un certain écrivain. Donc, Jules Lemaître sera critique à cette posture scientifique de la critique littéraire. D'accord? Selon lui, la lecture littéraire est toujours personnelle et subjective. Donc, c'est impossible d'avoir ce scientisme dans la critique littéraire. Et je reviens au deuxième texte. J'avance. Je continue ici. Ici. Je vous assure que je pourrais, comme un autre, juger par principe et non par impression. Principe, ce serait une critique plus scientifique, n'est-ce pas? Nous avons des principes de lecture et on va faire la critique, l'interprétation de l'œuvre à partir de certains principes, comme les principes de Taine, les milieux, les moments historiques et la race. Et il dit, je vous assure que je pourrais, comme un autre, juger par principe et non par impression. On me traite d'esprit ondoyant. Je serais fixe si je le voulais. Je serais capable de juger les œuvres au lieu d'analyser l'impression que j'en reçois. Donc, vous voyez, et ça c'est très intéressant, je vous demande une attention maintenant parce que on peut avoir une mauvaise attitude et accorder plus de valeur à la critique scientifique parce qu'elle est scientifique et moins de valeur à cette critique impressionniste parce qu'on va dire qu'elle est personnelle, subjective, impressionniste, imprécise, fausse. Mais non. Et vous allez voir que, je ne sais pas, peut-être après le cours, mais moi, personnellement, aujourd'hui, je trouve que ce genre d'approche de Jules Lemaître est beaucoup plus intéressant que la critique scientifique qui va donner la critique académique que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc, ici en rouge, je serai capable de juger les œuvres au lieu d'analyser l'impression que j'en reçois. Et en fait, ce qu'il propose, c'est d'analyser les impressions qu'il reçoit de l'œuvre. Et donc, vous voyez que ce qui est très intéressant, sa façon de faire la critique littéraire, d'analyser les œuvres, c'est d'analyser, c'est presque une auto-analyse. C'est quand il se regarde lire un texte. C'est clair. Selon Jules Lemaître, le travail du critique, c'est regarder soi-même et comprendre ou exposer comment, c'est-à-dire il va écrire comment il comprend l'œuvre littéraire. Moi, j'appelle ça presque une phénoménologie de la lecture, c'est-à-dire la critique, selon Jules Lemaître, c'est tu vas lire un roman, un poème, peu importe, et tu vas faire attention à tous les processus de compréhension de l'œuvre, de lecture, quels sont les sentiments que l'œuvre t'évoque ou évoque chez toi, comment vous avez construit l'interprétation de l'œuvre, comment vous avez senti cette œuvre. Ça, c'est l'exercice qu'il va faire. C'est l'exposition de ces c'est l'exposition de ces c'est l'exposition de ces impressions. Voilà. Je serai capable d'appuyer mes jugements sur des principes généraux d'esthétique. Bref,
de faire de la critique peut-être médiocre, mais qui serait très bien, de la critique. Seulement alors, je ne serai plus sincère. Je dirai des choses dont je ne serai pas sûr, au lieu que je suis sûr de mes impressions. Donc, c'est très intéressant parce que il va jeter le regard ou il va projeter son regard sur soi-même. Et tout ce qu'il comprend, il sent ou il ressent, c'est à partir de ces sentiments de la lecture qu'il va faire sa critique et pas à partir des principes ou des critères objectifs extérieurs imposés par une méthode et comme Brunetière ou Taine, n'est-ce pas? Avançons ici. Vous voyez que ici il nomme Brunetière. Il va être très dur contre Brunetière. Monsieur Brunetière est incapable, ce semble, de considérer une œuvre, quelle qu'elle soit, grande ou petite, sinon dans ses rapports avec un groupe d'autres œuvres, dont la relation avec d'autres groupes, à travers les temps et l'espace, lui apparaît immédiatement, et ainsi de suite. Toute une philosophie de l'histoire littéraire et à la fois toute une esthétique et toute une éthique sont visiblement impliquées dans le moindre de ses jugements. Tandis, il continue ici, tandis qu'il lit un livre, il pense à tous les livres qui ont été écrits depuis le commencement du monde. Et il ne touche rien qu'il ne le classe et pour l'éternité. Donc, il est très dur ici contre Brunetière et il va dire qu'il est incapable de considérer une œuvre, sinon dans ses rapports avec un groupe d'autres œuvres, dont la relation avec d'autres groupes, etc. C'est-à-dire, je traduis un peu ce qu'il dit. Cette vision de Brunetière de lire une œuvre comme participant à un genre littéraire, il va faire toujours la lecture à partir des relations de cette œuvre avec toutes les autres, ou toutes les autres que cette œuvre évoque. Exemple, il va lire Madame Bovary à partir des romans qu'il a lus avant et quelles sont les continuités ou les ruptures du roman Madame Bovary par rapport à la tradition qui vient avant. C'est-à-dire qu'il ne lit pas Madame Bovary à partir de ses impressions de lecture. D'accord? Il ne lit pas Madame Bovary à partir des sentiments d'approbation ou de réprobation de la lecture. C'est un bon roman, j'ai bien aimé, ça a été agréable de lire ces romans, j'ai beaucoup appris, j'ai senti certains sentiments, etc. Non, il va toujours mettre une œuvre en relation avec les autres pour évaluer dans l'évolution littéraire quel est le rôle ou la position de cette œuvre nouvelle. Vous voyez que c'est un travail assez académique, n'est-ce pas? De lire une œuvre à partir de toute une construction historique, sociale, etc. Et il continue ici tout en bas. Et quelque chose de très important ici, en rouge. Quelle tristesse ce doit être de ne plus pouvoir ouvrir un livre sans se souvenir de tous les autres et sans l'y comparer. Juger toujours, c'est peut-être ne jamais jouir. Jouir, ça peut être vous connaissez gozar, sexuellement même, mais aussi fruir,
On utilise le verbe jouir dans l'esthétique comme euh, 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 comment je disais, de fruição, fruir, aproveitar. Aproveitar no sentido estético, n'est-ce pas? On peut développer cette idée du jouir comme recevoir et avoir du plaisir à partir de cette expérience, c'est-à-dire à partir du contact avec l'œuvre. S'il s'agit d'un tableau, regardez les tableaux. S'il s'agit d'un poème ou d'un livre, écouter le poème ou lire le poème, lire le livre. Jouir dans ce sens. En français, nous avons l'expression jouissance esthétique, que a gente traduz como fruição estética, n'est-ce pas? Et évidemment que cette jouissance esthétique, elle n'est pas tout simplement quelque chose qui nous vient des sensations. Elle est aussi intellectuelle, n'est-ce pas? Elle est aussi intellectuelle dans le sens où nous éprouvons du plaisir dans une lecture à partir des sensations évoquées par la lecture, mais aussi à partir de cet exercice intellectuel, mental, spirituel, rationnel. D'accord? Donc, quand on parle de fruition esthétique, ce n'est pas tout simplement la mobilisation des sens, l'odorat, la vision, le toucher, etc. C'est aussi la capacité de l'œuvre à nous faire réfléchir. Et cette réflexion, elle n'est pas tout simplement rationnelle. Cette réflexion, elle est intuitive, elle est sentimentale, elle est sensitive en quelque mesure, n'est-ce pas? C'est-à-dire parce que on est capable d'avoir une réflexion intuitive, une réflexion sensitive, c'est-à-dire une réflexion qui se donne pas de façon rationnelle, mais peut-être de façon sensuelle. Mais sensuelle ici, pas forcément dans le sens sexuel. Sensuel dans le sens des sens. Sensual no sentido a partir dos sentidos. Ok? Par exemple, quand on lit Proust et quand il parle de la Madeleine et que nous ressentons le goût de la Madeleine et comment la Madeleine évoque les souvenirs, c'est ça en fait. Ou une réflexion intuitive, c'est une réflexion qui ne se donne pas à partir des concepts de façon rationnelle en enchaînant des concepts. Une réflexion intuitive, c'est quelque chose qui se donne à partir d'étincelles, faíscas, estilhaços, des choses comme ça, n'est-ce pas? Insights, par exemple. Ce n'est pas quelque chose de réfléchi, élaboré, mais que nous captons quand même comme ça, de manière sensuelle, sensitive et pourquoi pas sexuelle aussi, n'est-ce pas? C'est juste pour faire l'opposition à tout ce qui est rationnel, n'est-ce pas? Raison pour laquelle, quand on lit un poème, on écoute une chanson, on lit un roman, on est capable de s'émouvoir à partir de cette lecture, n'est-ce pas? Parce que s'il s'agissait d'une réflexion purement rationnelle, imaginez par exemple quand on comprend une équation mathématique. Peut-être c'est un exemple de purement rationnel. Il n'y a pas d'émotion. On peut s'émouvoir peut-être
pour avoir réussi à comprendre l'équation mathématique, mais ça ne provoque pas une émotion, ça n'évoque pas d'émotion. Mais la lecture littéraire, elle est capable d'évoquer des sentiments, des sensations, etc. Donc, je reviens au texte. Juger toujours, c'est peut-être ne jamais jouir. Mais sempre julgar talvez seja nunca gozar, nunca fruir, comme il le dit ici. 2 secondes, je vais ouvrir la porte au chat. Et tu ne reviendras pas. Voilà. Donc, voilà, on continue le texte de Brunetière. Je ne serais pas étonné que M. Brunetière fût devenu réellement incapable de lire pour son plaisir. Ça, c'est très important. J'aurais dû souligner le mot plaisir ici. Je vais le faire là tout de suite. Voilà. Et voilà, ici. Donc, je ne serais pas étonné que M. Brunetière fût devenu réellement incapable de lire pour son plaisir. Donc, la lecture pour Jules Lemaître, le critique qu'on est en train de lire, c'est quelque chose lié au plaisir. 2 secondes parce que c'est l'autre chat qui veut sortir. Vas-y. Il veut sortir et il laisse sa queue dans la porte pour ne pas me permettre de fermer la porte. Voyons ici. Donc, la lecture, si on fait cette opposition, Brunetière, représentant de la critique scientifique, lire de la littérature, c'est classer. Classer, classificar. Donc, on va mettre un livre qu'on lit par rapport à tous les autres, classer ce livre par rapport à tous les autres, le mettant dans une série littéraire. Jules Lemaître, lire, c'est lire pour son plaisir. Et il va continuer ici tout en bas. Cela nous est égal de nous tromper en aimant ce qui nous plaît ou nous amuse, et d'avoir à sourire demain de nos admirations d'aujourd'hui. Consentons au plaisir, nous consentons à l'erreur. Mais d'abord, nos erreurs sont sans conséquence. C'est-à-dire, les erreurs ne portent que sur des cas particuliers. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que Jules Lemaître est conscient que lire pour le plaisir peut nous mener à nous tromper par rapport à la valeur d'une œuvre. C'est clair ça. C'est-à-dire que quand on aime un écrivain ou une œuvre, on est censé se tromper par rapport à la valeur de cette œuvre parce que ce que nous faisons, c'est par rapport à nos impressions. Mais en fait, il n'y a rien de grave dans cet exercice. Si on se trompe, c'est tout simplement un petit problème parce que les erreurs d'impression sont sans conséquence. Ce sont des erreurs ou des fautes pas graves du tout. D'accord? Et en plus, ces impressions, elles sont mouvantes. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous admirons un livre ou un auteur, et la semaine prochaine, on change d'avis, on dit non, je n'aime plus cet auteur ou cet artiste, ou etc. Vous voyez, genre, je sais pas, je sais pas,
Oui, par exemple, oui, quand j'étais étudiant en licence, j'aimais beaucoup Clarice Lispector. Et puis, elle m'a fatigué. J'aime plus. Ou j'aimais plus. Euh, Récemment, j'ai relu quelques contes de Clarice Lispector et j'étais étonné encore une fois. Donc, vous voyez, une impression de lecture. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Clarice Lispector. Quelques années plus tard, j'étais fatigué de son style, de sa littérature, euh, et je voulais plus lire Clarice Lispector. L'année dernière, à la fin de l'année dernière, un ami a fait une live sur Clarice Lispector. Et je regardais sa live et ça m'a donné envie de relire euh, quelques textes de Clarice Lispector. Et ça a été hyper émouvant. Donc, trois moments différents de ma vie et trois impressions de Clarice Lispector différentes, n'est-ce pas? Et c'est pas grave. Même si ce plaisir il nous mène à une faute, à une erreur, c'est sans conséquence. Vous voyez? Et avançons ici. Euh, et ne dites pas non plus que la critique personnelle, la critique impressionniste, la critique voluptueuse et voluptueuse ici, c'est synonyme de sensuel, sexuel. Cette euh, volu volupté, en fait. Euh, 2 secondes parce qu'il faut que je vérifie l'orthographe de ce mot. J'ai mal écrit. Pardon. Oui, volupté, c'est bien ça. Plaisir des sens, jouissance sexuelle profonde. Par extension, satisfaction, plaisir de l'esprit. Donc, vous voyez que le mot, l'adjectif ici, voluptueuse, ou le, le substantif volupté, j'ai mis ici dans le chat, euh, il est lié en même temps au plaisir des sens et à la jouissance sexuelle profonde. Donc, plaisir des sens et plaisir sexuel. Et par extension, satisfaction et plaisir de l'esprit. Plaisir des sens e plaisir de l'esprit. Vous voyez la diferença? Prazer dos sentidos que chega no prazer sexual. E prazer, aqui no francês, né, do espírito, que seria um prazer do intelecto, em tradução para o português. Né? Prazer do intelecto seria, estou falando em português aqui para deixar claro, seria uma espécie de... Sabe esse tipo de obra que não é uma identificação imediata, mas você pensa a respeito, você reflete e aí, de repente, você percebe que você gosta. Né? Ela exige um pouco de reflexão. Não é um prazer imediato. Né? O prazer dos sentidos talvez seja um prazer imediato. Né? E aquela identificação imediata e tal. E tem outras que você já precisa de um processamento maior. Né? Je pense à un exemple peut-être ici. Je sais pas, tem aquelas obras que a gente, enquanto lê, tem essa sensação de arrebatamento, né, que é muito imediato. E tem outras que, por exemplo, você lê, relê o poema, entra no poema, vai ali, desenvolve um pouco mais, aí você fala, nó, que poemaço. Né? É um pouco assim. Plaisir de l'esprit et plaisir des sens, plaisir sensuel. Donc, et ne dites pas non plus que
la critique personnelle. Vous voyez que critique personnelle, critique impressionniste et critique voluptueuse, ce sont des synonymes pour parler d'un type de critique, qu'on va appeler ici le critique impressionniste. Comme vous voudrez l'appeler, est bien pauvre, vraiment, et bien mesquine comparée à l'autre critique, à celle qui fait entrer le ressouvenir des siècles dans chacune de ses appréciations. Lire un livre pour en jouir, né? Ler um livro para fruir dele, nesse sentido, ce n'est pas le lire pour oublier le reste, mais c'est laisser ce reste s'évoquer librement en nous au hasard charmant de la mémoire. Donc, vous voyez que pour Jules Lemaître, ici, quand on lit un livre, et ce livre, cette lecture, évoque d'autres souvenirs littéraires ou personnels, etc., ce ne doit pas être une obligation, mais plutôt au hasard de la mémoire, c'est-à-dire ao acaso da memória. C'est comme, je ne sais pas, vous lisez un poème et vous vous souvenez d'une chanson, ou vous écoutez une chanson et vous vous souvenez d'un moment de votre vie, n'est-ce pas? Ce n'est pas couper une œuvre de ses rapports avec le demeurant de la production humaine. J'avance. Mais c'est accueillir avec bienveillance tous ces rapports. Bienveillance, comment je pourrais traduire bienveillance? Je vois ici une bonne traduction. Indulgência seria de bom grado, talvez, benevolência, d'accord? Je trouvais ici benevolência, bondade, boa vontade. Boa vontade. C'est accueillir avec bienveillance tous ces rapports, né? Acolher com boa vontade todas essas relações, não point choisir et presser aux dépens des autres. Respecter le charme propre du livre que l'on tient et lui permettre d'agir en nous. Donc, vous voyez que ce qu'il propose ici, c'est de lire le livre et être ouvert à ce que la lecture nous cause ou nous propose. C'est avant tout, parce que ce qui est intéressant de cette posture critique de Jules Lemaître, et c'est intéressant parce que on va terminer le texte de Jules Lemaître et on va entrer dans la discussion de Gustave Lançon sur l'histoire littéraire. Et en fait, ce que Gustave Lançon va faire, c'est une espèce de synthèse entre la critique scientifique et la critique impressionniste. D'accord? Donc, c'est la grande trouvaille, la grande saccade de Gustave Lançon, c'est de voir qu'on a besoin de deux mouvements, les mouvements scientifiques et les mouvements impressionnistes. Parce que ces mouvements impressionnistes, c'est la lecture première qu'on fait. C'est ce contact premier avec le texte littéraire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand il dit ici de permettre le livre d'agir en nous, c'est de se laisser affecter par la lecture, de se laisser sentir ou ressentir l'effet ou la compréhension de la lecture. Et voyons, oui, il va parler ici de deux façons d'entendre la critique. Le premier cas, c'est comment il comprend la critique scientifique. Donc, il dira, dans le premier cas, on cherche si l'œuvre est conforme aux lois
provisoirement nécessaire du genre si l'œuvre est conforme aux intérêts de la moralité publique et de la conservation sociale. C'est la situer historiquement dans une série de productions écrites ou rechercher quel moment l'œuvre marque dans le développement et la dégénérescence ou la transformation d'un genre. Ça c'est ce que Brunetière demande. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'on fait dans la critique académique encore aujourd'hui. N'est-ce pas? Quand on se propose à étudier un écrivain dans un doctorat, dans un master, assez souvent, on passe par ce genre de critique. Même si on ne va pas faire purement ce genre d'analyse, on passe par ce genre. On passe par ce genre d'analyse. Cette critique-là, la critique scientifique, qui n'est qu'une idéologie, exclut presque entièrement la volonté qui naît du contact plein, naïf, et comme abandonné avec l'œuvre d'art. Donc, vous voyez que cette critique scientifique, elle exclut presque entièrement la volonté. Et vous voyez, je viens de parler un peu plus du sens de volonté comme un plaisir sensuel, sexuel et plaisir de l'esprit intellectuel qui naît du contact plein, naïf et qu'on a abandonné. Quand Kant va dire de la jouissance désintéressée de l'œuvre, c'est-à-dire on s'ouvre à recevoir l'œuvre comme elle se nous montre, comme elle se nous donne, n'est-ce pas? C'est-à-dire, par exemple, aller voir une exposition d'art dans une galerie, par exemple, d'esprit ouvert. On va se promener, regarder les œuvres, les accepter telles comme elles sont et réfléchir sur les effets causés par ces œuvres. Et après, on va dire si on a aimé, si on n'a pas aimé, si ça nous a touché ou pas. Toucher, c'est un bon verbe pour ce genre de contact avec l'œuvre, n'est-ce pas? J'avais un prof à l'université de Minas et il disait en português se a obra batia ou não batia. É um vocabulário de droga mesmo, n'est-ce pas? Que é isso, né? Você experimenta a obra e a obra bate ou não bate. É engraçado que estou dizendo em português porque eu vou fazer referência a uma música do Chico que eu ouvi nesse feriado. Aquela música, eu esqueci o título da música, mas é muito conhecida. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Isso é o início da música. Tem uma parte da música que ele fala assim, beba Nelson Cavaquinho, fume Ari, cheire Vinícius, vá de Jackson do Pandeiro. Ele usa exatamente um vocabulário de consumo de droga para consumir artistas, né? Fume Ari, cheire Vinícius, vá de Nelson Cavaquinho, ou de Jackson do Pandeiro, não lembro a letra agora ao certo. Mas é um pouco isso. E eu tinha agora um outro professor na UFMG que estou dizendo isso não é para fugir do assunto, não, mas é porque é um pouco o espírito aqui da coisa. Que ele contou uma história para a gente do dia que ele descobriu que o filho estava fumando maconha e o filho dele era estudante de filosofia e ele professor de literatura. E aí ele disse que chamou o filho para conversar sobre o assunto, que a mãe tinha chamado a atenção dele, e aí ele disse que chamou o filho num canto assim e falou que ficou sabendo que ele estava usando drogas. E aí o filho ficou assim, preocupado, ele falou assim, mas eu também uso drogas. Aí o filho perguntou para ele assim, mas
que você usa, pai? Como assim? Ele falou, eu uso drogas muito pesadas. Eu uso drumondarina, bodelaína, cabralaína, que é um pouco esse espírito aqui da a gente poderia usar nesse sentido, do consumo da obra, n'est-ce pas? Et je reviens au français ici. Parce que c'est ça, parfois, ces genres de critiques académiques, souvenez-vous tout au début avec Albert Thibaudet, on avait la critique spontanée, la critique professionnelle, la critique des maîtres. Et la critique professionnelle se divisait entre la critique des professeurs et la critique des journalistes. La critique ici de Jules Lemaître est celle des journalistes. Et en plus, elle est une critique un peu plus spontanée, basée sur les impressions, et aussi il va se concentrer sur la littérature contemporaine, c'est-à-dire une littérature qui n'a pas encore une histoire. C'est intéressant parce que cette littérature contemporaine, le fait d'être contemporaine, ne permet pas ce genre d'évaluation historique excessive, n'est-ce pas? Et par contre, on aura cette critique académique, scolaire, universitaire, qui va avoir cet effort philologique du texte, n'est-ce pas? De voir les connexions avec les textes anciens, la tradition, la rigueur du texte, etc. C'est une critique importante. On ne va pas réduire ici l'importance de la critique académique, scientifique, si on veut l'appeler comme ça. Par contre, cette critique scientifique, elle a ce problème de couper ou de réduire la valeur du plaisir, de la sensation, du désir du texte, de la volupté du texte. Et c'est intéressant. Je reviens au português. Eu vou voltar para o português porque a memória é afetiva. Eu falei de Clarice Lispector agora há pouco, e, se não me engano, é no Felicidade Clandestina, que tem, se não me engano, é o conto Felicidade Clandestina, que falava de uma menina que queria ler o livro e a coleguinha de escola dizia que ia emprestar, não emprestava, não levava o livro, e a menina tinha aquele desejo por ler o livro, até que um dia a mãe descobre, né, o que é a perversidade da amiguinha em não emprestar o livro, e empresta o livro. E a descrição da menina com o livro é uma descrição sexual, né? O prazer que ela tem da leitura, de segurar o livro, de apertar o livro contra o corpo, é um prazer descrito como sexual, praticamente. A Clarice tem essa coisa, né? Et donc, c'est ça. Et en plus, on verra à la fin du semestre le texte de Barthes, dont le titre est justement le plaisir du texte. Donc, vous voyez qu'ici, on est en train de tracer ou de décortiquer des différentes traditions de la critique. Nous avons commencé, vous voyez que Brunetière et la critique scientifique est la critique scientifique qui vient depuis Aristote. Nous avons vu avec Aristote la définition des genres littéraires, la définition de règles, etc. Par contre, Aristote est ambigu, n'est-ce pas? Parce que la poétique d'Aristote, elle va pointer par cette direction de la critique scientifique et les genres littéraires, la classification, les règles, etc. Par contre, la notion, par exemple, de catharsis d'Aristote, elle est beaucoup plus liée à l'effet du texte ou de l'œuvre de la pièce de théâtre ou chez le lecteur. Et donc, elle viendra dans ce côté de la critique impressionniste, n'est-ce pas?
On pourrait même parler d'une critique hédoniste, n'est-ce pas? Une critique qui va chercher le plaisir du texte. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Voilà. J'avance encore ici. Donc, l'autre critique, parce qu'il a parlé de la critique scientifique, et maintenant il va parler de sa critique impressionniste. L'autre critique consiste à définir et expliquer les impressions que nous recevons des œuvres d'art. Donc, au lieu de classer l'œuvre par rapport à des concepts, on va expliquer et définir ou exprimer quelles étaient les expressions que nous avons reçues de l'œuvre d'art. Et il continue. Elle est modeste, toutefois, ne la croyez pas forcément insignifiante. Les raisons qu'on donne d'une impression particulière impliquent toujours des idées générales. On ne la peut motiver sans motiver à la fois tout un ordre d'impressions analogues. Et sans doute, le critique impressionniste semble ne décrire que sa propre sensibilité physique, intellectuelle, morale, dans son contact avec l'œuvre à définir. Mais en réalité, il se trouve être l'interprète de toutes les sensibilités pareilles à la sienne. Ici, nous avons un type de critique, comme je vous ai dit un autre jour, c'est-à-dire, Jules Lemaître, il comprend les critiques comme un interprète de toutes les sensibilités pareilles à la sienne. Et si on suit cette définition, cette posture des critiques, nous allons préférer les critiques qui exposent les mêmes sensations que les nôtres, ou une autre possibilité, on aura une préférence pour les critiques qui nous aident à découvrir les sensations qui nous étaient inconscientes. Ça, c'est quelque chose de très important et ça va placer la critique littéraire dans un autre endroit, dans un autre espace. C'est-à-dire, et vous voyez ici, on passe, quand on lit ce genre de critique, on passe on passe d'un état, c'est-à-dire, genre, on lit une œuvre d'art ou une œuvre littéraire, et nous avons nos sensations, sentiments évoqués, images créées dans la tête, plaisir intellectuel, sensuel, etc. Mais parfois, nous restons dans l'intuition de ces impressions. C'est-à-dire, nous avons plusieurs sentiments, mais nous ne sommes pas capables de les exprimer. Et on lit un critique littéraire impressionniste, c'est-à-dire qui partage ces genres d'impressions, c'est-à-dire il exprime littéralement ses impressions, on s'identifie avec ses impressions et il est capable de rendre nos impressions intuitives plus claires à nous-mêmes. Vous savez, ce genre de sensations, oui, mais c'est exactement ça que j'avais pensé. Mais on n'était pas encore capable de verbaliser ces impressions. Et un bon critique impressionniste, il est capable de verbaliser toutes ces sensations, ces intuitions qui nous restaient dans ces plans intuitifs. C'est clair? Et vous voyez que c'est une posture différente, n'est-ce pas? On laisse de côté une posture classificatoire. Je vais créer ici
un mot définitoire, si je peux dire comme ça, et on va passer à une posture d'explicitation des sensations. Voilà. OK? Et on avance encore. Et ici, la dernière phrase, elle a un problème à discuter. On est beaucoup moins sûr de ses jugements que de ses impressions. En fait, c'est une question qu'il pose, n'est-ce pas? Et c'est intéressant. Comment développer cette distinction? On est beaucoup moins sûr de ses jugements que de ses impressions, parce que en fait, l'impression, c'est pour ça que je fais toujours cette discussion sur l'expérience de la lecture, n'est-ce pas? Ou la lecture comme expérience. Quelque chose qui est personnel. Le partage est interpersonnel, intersubjectif. Par contre, personne ne peut lire le roman à ma place, n'est-ce pas? Et une fois que la lecture se donne ou se fait à la façon d'une expérience, ces impressions, elles seront plus sûres que des jugements rationnels, parce qu'on peut se tromper par rapport à ces jugements. Par contre, le problème que je disais, c'est que cette vision de Jules Lemaître est que on risque de voir toutes les choses, le monde, les œuvres, d'une façon trop subjective, trop personnelle. Et un problème si on passe à regarder la réalité de cette façon. N'est-ce pas comme si, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de fait, mais plutôt d'interprétation. D'accord? Donc, il y a une ligne fine entre les deux choses. D'accord? Mais dans le monde de l'art, ces impressions, elles seront très importantes. D'accord? Et je pense que c'est fini Oui, c'est bien fini la préface ici. Cela dit, ce que je vais faire pour ne pas m'allonger trop dans cette discussion de la critique scientifique, la critique impressionniste, je vais mettre l'article Jules Lemaître et la querelle de l'impressionnisme dans les archives et je vais passer à la discussion de Gustave Lanson et l'histoire de la littérature ou l'histoire littéraire. Parce que je voudrais bien terminer cette discussion aujourd'hui. Parce que la prévision pour la semaine prochaine, 2 secondes ici, je vérifie, c'est la semaine prochaine, je dois faire ce panorama des courants de la critique au XXe siècle. Et comme je vais parler de beaucoup de choses la semaine prochaine, je préfère terminer cette discussion aujourd'hui. D'accord? Et donc, je vais apporter ici un autre écrivain, juste pour... donc, nous terminons ici la discussion entre cette opposition entre critique scientifique et critique impressionniste. Et je vous apporte ici un philosophe, il est philosophe et critique d'art peut-être, qui s'appelle Ernest Renan.
Je vais apporter son texte ici parce que Gustave Lançon va le citer dans son texte. Et il va dire quelque chose qui va sonner un peu bizarre à vos oreilles. Et le texte de Renan, c'est l'avenir de la science, le futur de la science. Et il va placer l'histoire littéraire du côté de la science et il va dire quelque chose de très bizarre. Et j'ai trois phrases soulignées ici à vous lire. Et je vais le lire et puis je le commente. Et il dira ici, on s'imagine que l'immortalité en littérature consiste à se faire lire des générations futures. C'est là une illusion à laquelle il faut renoncer. Et Renan, ici, il va faire une éloge de la science. Et dans cet éloge de la science, il va dire que la littérature du passé ne nous intéresse plus, n'est-ce pas? Et donc, cette idée d'un écrivain qui pense qu'il va devenir immortel et qu'il va se faire lire des générations futures, c'est une illusion à laquelle il faut renoncer. Et il va continuer à la page suivante. Nous aurons travaillé à avancer et en fait, pourquoi il fait cette analogie? Cette analogie, c'est comme il va transposer à la littérature une analogie de l'évolution technologique. Par exemple, pour apprendre à conduire une voiture aujourd'hui qui est développée, on n'a pas besoin d'apprendre à conduire comment on dit c'est pas charrette, n'est-ce pas? C'est bien ça? Oui, voilà. Voiture hippomobile qui est poussée par des chevaux, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que pour apprendre à conduire une voiture, on n'a pas besoin d'apprendre à conduire d'abord une charrette, n'est-ce pas? Et aujourd'hui encore, on apprend à conduire une voiture manuelle, mais peut-être dans les prochaines années, on n'aura même plus besoin d'apprendre à conduire des voitures manuelles parce que toutes les voitures seront automatiques, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que dans ces développements scientifiques, les nouvelles découvertes vont remplacer les précédentes et elles vont annuler les précédentes, n'est-ce pas? Pour apprendre à utiliser un portable intelligent, un smartphone, on n'a pas d'apprendre à appeler quelqu'un, comment on dit ça en français? Discar, tem verbo para discar, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une analogie qui fait une transposition des développements scientifiques à la littérature. Et comme nous savons très bien, l'art et la littérature ne se comportent pas de la même façon. C'est-à-dire que la littérature contemporaine ne va pas remplacer la littérature classique. La littérature classique, elle aura toujours une place et elle aura toujours la possibilité de répondre à nos questions, n'est-ce pas? Mais Renan, ici, il va transposer cette analogie scientifique à la littérature et il va considérer comme, il dira ici, nous aurons travaillé à avancer la manière d'envisager les choses, nous aurons conduit l'avenir à n'avoir pas besoin de nous lire. Nous aurons avancé le jour où la connaissance
égalera le monde et où les sujets et l'objet étant identifiés, les dieux sera complet. En attend le progrès, nous attend notre mort. Et va dire ici tout en bas, les savants proprement dit ne songent pas à l'immortalité de son livre, mais à l'immortalité de sa découverte. C'est comme si cette immortalité de sa découverte, je vous donne un exemple de la littérature, comme Flaubert a découvert le style libre, le style indirect libre, le style indirect libre. C'est celui qui nous fait confondre les narrateurs et les personnages. On ne sait pas qui parle, si le narrateur ou le personnage. Selon le raisonnement de Renan, ce qui est immortel, c'est la découverte du style indirect libre par Flaubert et par Madame Bovary. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se servir du style indirect libre et Madame Bovary, c'est une œuvre qui ne nous intéresse plus. Donc, on la laisse dans le passé, dans l'histoire de la littérature. Et il dira dans la suite, l'histoire littéraire est destinée à remplacer en grande partie la lecture directe des œuvres de l'esprit humain. Ça, c'est atroce, une opinion. Vous voyez, genre, au lieu de vous faire lire des livres littéraires, je vous fais lire des chapitres des livres d'histoire littéraire et c'est bon, n'est-ce pas? On va lire un résumé de l'œuvre dans un paragraphe d'une histoire littéraire et c'est bon, n'est-ce pas? Donc, il pense que l'histoire littéraire est destinée à remplacer en grande partie la lecture directe des œuvres de l'esprit humain. Donc, ça, c'est ce que je voudrais mettre en relief de cette idée bizarre, insensée de Renan. Et je passe à Gustave Lanson. Gustave Lanson et son histoire de la littérature française. Gustave Lanson, dans son avant-propos, il va développer développer sa méthode, c'est ça. Il va expliquer ce qu'il comprend comme histoire littéraire. Et attention ici, parce que comme je vous ai dit, il va faire une espèce de synthèse entre la critique scientifique qui classe, qui compare, qui montre l'évolution littéraire avec la critique impressionniste, qui est cette critique personnelle de la compréhension personnelle des sensations, etc. Donc, voyons ici. Je ne vais pas entrer dans ce débat ici parce qu'il va critiquer le texte de Renan qu'on vient de lire. On vient de lire. Renan, l'avenir de la science. Et puis, voilà. On peut commencer déjà ici, tout en bas. Gustave Lanson dira « Il ne faut pas perdre de vue deux choses. L'histoire littéraire a pour objet la description des individualités, c'est-à-dire l'écrivain ou l'individualité de chaque écrivain et l'individualité de chaque œuvre. Elle a pour base des intuitions individuelles. Il s'agit d'atteindre non pas une espèce, mais Corneille, mais Hugo. On les atteint, d'atingir, alcançar, par l'application des facultés qui, variables d'homme à homme, fournissent les résultats nécessairement relatifs et incertains. Ni l'objet, ni les moyens de la connaissance littéraire ne sont, dans la rigueur du mot, scientifiques. Donc, vous voyez ici, j'aurais dû mettre en rouge
cette partie-là, mais pas pour ne pas perdre du temps. Voyons ici. Ni l'objet, ni les moyens de la connaissance littéraire ne sont dans la rigueur du mot scientifique. C'est-à-dire que la connaissance littéraire n'est pas scientifique et ne le sera jamais. Donc, ici, nous avons une opposition de Lançon par rapport à la critique scientifique de Taine et de Brunetière. D'accord? Ah, et juste un commentaire. Je suis presque sûr que Gustave Lançon a été étudiant de Brunetière. Et si je ne me trompe pas, Brunetière a été un élève de Taine. Donc, vous voyez que nous avons des élèves qui dépassent et font avancer la réflexion par rapport à leur professeur, n'est-ce pas? Donc, la connaissance littéraire ne sera jamais, selon Lançon, scientifique. Et il dira ici en bas, ce qui est très beau aussi. C'est dire que la littérature n'est pas objet de savoir. Elle est exercice, goût et plaisir. On ne la sait pas, on ne l'apprend pas, on la pratique, on la cultive, on l'aime. A literatura não é objeto de saber, ela é exercício, gosto e prazer. A gente não sabe literatura, a gente não aprende literatura. A gente pratica, cultiva e ama, ou gosta, n'est-ce pas, si vous préférez. Et puis, il dira ici, la littérature est destinée à nous fournir un plaisir, mais un plaisir intellectuel attaché au jeu de nos facultés intellectuelles et dont ces facultés sortent fortifiées, assouplies, enrichies. Et ainsi, la littérature est un instrument de culture intérieure. Et voilà son véritable office. Et puis, ici, à côté, la fonction de la littérature d'après Lançon. Je ne vais pas entrer dans cette partie, d'accord? Il va parler ici de la littérature humanise les spécialistes, etc. Je ne vais pas entrer dans cette partie. Par contre, non, ça va. Et voyons ici. Oui, il va parler ici, on ne comprend donc pas qu'on étudie la littérature autrement que pour se cultiver, et pour une autre raison que parce qu'on y prend plaisir. Ça, c'est le côté du plaisir de la littérature. Et puis, en fait, il va apporter une autre idée ici qui est le côté scientifique de... Ah non, pardon, je reviens ici. Oui. Le côté non scientifique de la littérature, c'est ce côté du plaisir. Par contre, le côté scientifique, selon Lançon, c'est celui-ci. Celui qui, je vais lire ici. Celui-là sera un mauvais maître de littérature, un maître professeur, okay, de littérature qui ne travaillera point surtout, qui ne travaillera point surtout à développer chez ses élèves le goût de la littérature, l'inclination à y chercher toute leur vie une énergie stimulant de la pensée en même temps qu'un délicat délassement, un abandon à l'application technique. L'autre, que personne ne saura donner à son enseignement cette efficacité si, avant d'être un savant, on est soi-même un amateur, si on a commencé par se cultiver soi-même par cette littérature dont on doit faire un instrument de culture pour les autres. En fait, il va faire cette différence. Par exemple, pour les professeurs de littérature, il faut systématiser
la connaissance en littérature. Donc, parce que pour transmettre l'amour, les goûts de la littérature, il faut aussi savoir systématiser historiquement la littérature. C'est où on arrive dans l'histoire de la littérature. Et puis, ici, un autre aspect intéressant. Je vais lire et je commente. J'ai profité de tous les travaux qui pouvaient apporter des notions positives sur les écrivains et sur les écrits. Faits biographiques ou bibliographiques, sources, emprunts, impressions, imitation, chronologie, etc. Ce sont là des éléments d'information qui font comprendre plus et mieux. Mais pour représenter les caractères des écrits et la physionomie des écrivains, je me suis interdit de résumer les jugements des maîtres que j'ai dit. Donc, vous voyez que pour faire son histoire de la littérature, il se sert de tout ce qui est disponible, le texte littéraire, mais aussi les faits biographiques, bibliographiques, sources, emprunts, imitations, chronologie, etc. Donc, vous voyez que l'histoire, pour terminer aujourd'hui, pour faire son histoire littéraire, comme il le dit, il faut, j'anticipe en fait un peu la fin du texte ici. Il y a ces côtés méthodologiques des connaissances de la littérature, ou méthodiques, c'est-à-dire il faut une méthode pour connaître et systématiser la littérature. D'autre côté, nous avons besoin de lire les œuvres littéraires pour les juger de façon individuelle. Et l'histoire littéraire, selon Lançon, elle va être composée de ces deux éléments, raison pour laquelle j'avais dit tout à l'heure que ce que Lançon propose, c'est une espèce de synthèse de la critique impressionniste et de la critique scientifique. Parce que il y a besoin, nous avons besoin de cette systématisation de l'évolution littéraire, mais en même temps, nous avons besoin d'une critique particulière de chaque œuvre. Et cette critique particulière est plus ou moins la critique impressionniste de Jules Lemaître. D'accord? Je parlais un peu trop vite parce que je voudrais terminer à l'heure quand même. Il y a d'autres aspects ici intéressants à développer, mais ça va quand même. Et il y a les conférences de Gustave Lançon aussi. J'avais quelque chose à dire, mais ça va. Il va parler de méthode, de explication de texte. Et non, c'est bon, c'est bon, c'est clair. Et donc, je vais vérifier demain, pas aujourd'hui, quels sont les textes qui ne sont pas encore disponibles dans les fichiers. Je vais les disponibiliser et je vais poster les activités que je suis en retard avec ces activités. Mais ne vous inquiétez pas, je vous donne quelques semaines pour les répondre. D'accord? Cela dit, est-ce que vous avez des questions ou c'est bon? C'est bon. Oui. D'accord. Donc, je vous dis au revoir de façon pressée parce que il me semble qu'Anna va donner un cours maintenant et je dois m'occuper de Caetano. Donc, je passe au moment de plaisir maintenant. Donc, au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.